Du coup, on va pouvoir attaquer. Bonsoir. Merci à vous d'être là pour cette 5e édition du XR Lyon. Donc, on se retrouve ici à Bellecour-École. Je suppose que pas grand monde ici connaît. Il y a la moitié des gens dans la salle qui sont de Bellecour, donc voilà. Bienvenue à Bellecour-École. Donc, cet événement est co-organisé cette fois avec Bellecour-École et donc AuteurTech. Et on organise ça également en partenariat avec l'association France Immersive Learning. Donc au cas où vous ne sachiez pas exactement pourquoi vous êtes là, le XR Lyon, c'est un rassemblement de professionnels et un peu moins professionnels autour des technologies immersives. L'objectif, c'est de rassembler tout ce beau monde autour d'événements réguliers, mensuels, concrètement. Donc c'est le dernier mardi du mois, pour venir échanger, faire des conférences un petit peu comme ce soir et on va dire fédérer un petit peu les acteurs du coin. Donc l'idée, voilà, c'est une ambiance cool. Et la dernière fois, on était dans un bar, donc c'était chouette, avec des belles photos, voilà, faites par ce monsieur là-bas. Faites comme s'il n'était pas là. Et de petits détails, les conférences sont enregistrées. Coucou, si vous êtes sur YouTube, pensez à vous abonner. Du coup, c'est enregistré, comme ça, si vous n'êtes pas présent là ce soir, vous pouvez les revoir en replay. Du coup, sans transition, on va attaquer le sujet et on va parler de la fragmentation des technologies immersives et des challenges associés. Alors oui, je sais, c'est un sujet à rallonge. J'aime bien faire des sujets à rallonge, parce que ça veut dire qu'on a plein de choses à dire sur le sujet. Avant d'attaquer, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas, je ne suis pas sûr, mais dans le doute, voilà. Donc je m'appelle Alex, je suis le fondateur d'AuteurTech, qui est une société spécialisée dans la création d'applications en réalité virtuelle et augmentée pour les entreprises. Concrètement, notre pitch, c'est d'utiliser les technologies immersives pour améliorer le quotidien de nos clients, que ce soit pour du pro, du perso, tout confondu. Donc voilà. Je suis également enseignant dans différentes écoles, dont Bellecour-École, sur de la programmation 3D temps réel, également sur tout ce qui concerne de la réalité virtuelle, réalité augmentée, et plus récemment sur toutes ces questions de métavers, NFT, Web3 et tout ce bordel qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelques temps. Et si vous voulez rigoler, cette photo a été prise, je crois, au dernier meet-up, et j'ai tendance à faire le guignol, y compris à faire le flamant rose. Voilà. Sans transition, du coup, on va pouvoir attaquer le sujet du jour qui nous intéresse. Et avant de parler de technologie immersive, on va parler un petit peu de métavers, parce que c'est un mot qui est souvent associé à technologie immersive. Quand on pense à technologie immersive, généralement, le grand public pense à ça. Typiquement, Ready Player One. Parce qu'on s'imagine immergé complètement à 100% dans quelque chose qui s'approche un petit peu de la matrice, mais pas trop. Et ce qui m'embête avec ça, c'est que ce sont deux choses qui sont un petit peu différentes. C'est un raccourci un petit peu grossier de dire que voilà, métavers et technologie immersive, c'est la même chose. Pour vous donner un exemple, puisqu'on parle de métavers, j'aime bien prendre cet exemple-là parce que c'est assez parlant. Discord, c'est un métavers, sur le principe. Parce que vous pouvez vivre des expériences, c'est persistant dans le temps, et vous avez la possibilité de passer d'un serveur à un autre avec une seule identité. Voilà, ça, c'est les trois fondamentaux de ce que c'est qu'un métavers. Donc, typiquement, Discord, c'est un métavers. Donc, quand vous entendez parler de ce mot, du coup, dites-vous bien que, il y a des nouveaux arrivants, dites-vous bien qu'il faut décorréler le concept de métavers de technologie immersive. On peut utiliser des technologies immersives dans le cadre d'un métavers, mais on peut également créer un métavers qui n'utilise pas du tout de technologie immersive. Vous prenez n'importe quel MMORPG disponible sur le marché aujourd'hui, c'est une forme de métavers. Pourtant, vous n'avez pas besoin d'un casque de réalité virtuelle pour l'utiliser. Vous n'allez pas utiliser de la réalité augmentée, vous n'allez pas utiliser de dispositifs haptiques, ou etc. etc. Donc vous voyez, il faut bien décorréler les deux. Ceci étant dit, passons au vrai sujet. Puisqu'on parle de technologie immersive, je pense qu'il est intéressant de faire un petit retour sur les 3 dernières très grosses révolutions numériques qui ont eu lieu ces 10, 15, 20 dernières années, pour reposer les choses dans leur contexte. D'après moi, ces 3 révolutions, ça va être ça. La première, c'est l'accès au contenu. C'est-à-dire qu'avec Internet, avec l'arrivée d'Internet, on s'est mis à avoir accès très facilement à des informations. Je vous donne un exemple. Il y a 25 ans, quand vous vouliez
vérifier le sens d'un mot, eh ben, il fallait aller dans votre bibliothèque, trouver votre dictionnaire et aller chercher dans le dictionnaire. Vous vouliez savoir quel était le poids d'une planète, Saturne, quel est le poids de la planète Saturne, eh bien, il fallait aller voir dans votre encyclopédie, trouver le bon tome, aller chercher et récupérer ça. Ça impliquait qu'il fallait acheter votre encyclopédie en 18 tomes au préalable. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur Google, vous tombez sur Wikipédia. Donc ça a été quand même une énorme révolution. Tout d'un coup, l'information était accessible. Ensuite, bah évidemment, Internet s'est développé et on a eu une nouvelle façon d'échanger et de communiquer avec les réseaux sociaux. Donc tout d'un coup, le web qui était statique est devenu actif, où tout le monde pouvait participer, tout le monde pouvait créer du contenu. Voilà, on a Facebook, on a Twitter, on a tous ces services un petit peu sociaux qui ont permis à des gens, monsieur et madame tout le monde, de pouvoir partager du contenu, raconter leur vie, mais également faire des choses un petit peu plus sérieuses, au choix. Donc ça, également, ça a aussi changé complètement la façon dont on aborde la technologie, puisque tout d'un coup, ce n'est pas juste un moyen de récupérer de l'information, mais c'est aussi un moyen de la partager nous-mêmes. Et tout d'un coup, les gens deviennent potentiellement des créateurs. Ce qui a généré du coup toute une économie sur Internet. On parlait de streaming tout à l'heure en rigolant. Ben voilà, aujourd'hui, vous avez des gens qui gagnent leur vie en partageant juste du contenu, en eux deux, en train de jouer, en train de faire différentes choses. Il y a 20 ans, on aurait dit ça, tout le monde aurait explosé de rire. Et pourtant, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et la troisième révolution qui, pour le coup, est en train de se passer, c'est la révolution des expériences immersives. C'est-à-dire qu'avec les différentes évolutions technologiques, avec les casques de réalité virtuelle, avec ce qu'on peut faire en réalité augmentée, avec les différents dispositifs, en fait, on se rapproche plus d'une nouvelle façon d'expérimenter des choses, avec justement des expériences immersives. Alors, quand on parle de technologie immersive, il faut bien comprendre que ça regroupe pas mal de choses. C'est pour ça que j'utilise ce terme, c'est parce que c'est on va dire, c'est un terme chapeau. Je viens de perdre mon micro. Hop, reviens là. C'est un terme chapeau, il est toujours au bon endroit, qui rassemble donc la réalité virtuelle, donc quand vous allez mettre un casque, de la réalité augmentée, quand vous allez prendre votre smartphone par exemple, et vous mettre un masque à la con sur Snapchat par exemple, de la réalité mixte qui est un mélange des deux. Mais vous avez également des systèmes haptiques, donc par exemple des gants haptiques avec des retours de force. Vous avez des vestes, ça c'est ce qui est le plus courant, qui vous permettent de ressentir des impacts ou des vibrations. Pour écouter de la musique, c'est génial, par exemple. Et vous avez également tout ce qui concerne de la reconnaissance. Donc quand je parle de reconnaissance, c'est la reconnaissance des mains, par exemple. Vous mettez un casque de réalité virtuelle et vous n'avez pas besoin de contrôleur, l'application, le système va pouvoir reconnaître vos mains et vous allez pouvoir interagir avec les contenus directement avec vos mains. Vous avez également la reconnaissance oculaire, savoir où est-ce que vous êtes en train de regarder et se servir de ces informations-là pour interagir avec les expériences. Et tout ça, en fait, si vous le mettez ensemble, ça permet de créer quelque chose de nouveau qui n'était pas vraiment possible avant, et ce sont des expériences immersives. C'est-à-dire qu'avant, on allait sur un site web, on regardait une vidéo YouTube, par exemple. Coucou YouTube. Aujourd'hui, avec ce genre de technologie, en fait, vous n'allez pas consommer le contenu, vous allez le vivre. Genre physiquement le vivre. Avec l'usage de toutes ces technologies-là. Donc c'est chouette, ça fait rêver, n'est-ce pas? On pense tout de suite à Ready Player One. Mais, ce qui nous amène au sujet de notre conférence de ce soir, c'est que il y a plein de constructeurs de matériel. Donc quelque part c'est bien, parce qu'il y a de la concurrence. Donc d'un côté c'est cool. De l'autre, chacun veut installer son monopole et dire c'est nous. Qu'est-ce qui s'est passé pendant longtemps? Au tout début de l'arrivée de ces technologies-là, chacun a créé ses propres outils de développement, entre autres, pour aller avec son matériel spécifique. Ce qui fait que pour les développeurs, ça a été une merde sans nom. Si vous vouliez développer des solutions immersives qui soient compatibles sur plusieurs matériels, par exemple sur plusieurs casques, sur un HTC Vive par exemple et un Oculus Rift, il fallait intégrer les deux SDK. Donc les outils Oculus et les outils Vive. Et croyez-moi, c'était pas drôle. Voilà. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que on rentre dans un niveau de complexité technologique qui est extrêmement pointu. Aujourd'hui, ça paraît évident, quand on regarde le prix des casques, on se dit, ça va, c'est normal.
mais c'est de la même manière que ce que vous avez là-dedans, en fait, c'est un bijou technologique. Eh ben, le matériel immersif que vous avez aujourd'hui, ben, c'est pareil. Donc, c'est le résultat de nombreuses années de R&D. On pourrait parler du nombre de milliards qu'injecte Facebook en R&D chaque année. Hein. Ça atteint 10 milliards par an maintenant. 10 milliards, hein. Rendez-vous compte du nombre. Et là où ça devient complexe pour les développeurs d'expérience, c'est qu'il faut que l'expérience, justement, soit facile à prendre en main pour les utilisateurs. Et si aujourd'hui, vous êtes très habitué à utiliser un PC, un clavier et une souris, par exemple, vous êtes habitué à utiliser une manette, vous êtes habitué à utiliser ce que vous avez dans votre poche, votre smartphone, c'est parce que ça fait longtemps que vous l'utilisez. La première fois que vous avez touché un smartphone de votre vie, je pense que vous ne vous en rappelez pas. Mais il y a eu un moment où vous étiez comme un con devant votre smartphone à vous dire comment est-ce que ça marche. Eh bien, dites-vous qu'avec les technologies immersives, c'est pareil. Sauf que le degré de complexité, il est encore plus haut. Donc le challenge pour les créateurs d'expériences, c'est de faire en sorte que les expériences, elles soient faciles à prendre en main pour les utilisateurs. De ce côté-là, typiquement, pour faire une petite parenthèse, chez Facebook, ils sont très très forts. Quand vous achetez un Quest, un MetaQuest, que vous l'allumez pour la première fois, vous avez une séquence de démarrage qui est incroyablement bien faite. N'importe qui, à la fin de cette petite séquence, peut se servir d'un Quest, se servir des contrôleurs et comprendre comment ça marche. Donc ils ont passé beaucoup de temps justement sur cette partie-là, immersion, pour amener les gens tranquillement vers les usages, pour ensuite ouvrir la porte de toutes les différentes expériences qu'on va pouvoir avoir. Donc c'est chouette, mais encore une fois, pour les développeurs, c'est flex. Parce que pour rappel, on a plein de matériels différents, on a plein de SDK différents, et en tant que développeur, mine de rien, il faut quand même payer les factures, donc il faut en vendre. Ce qui fait qu'on a pendant longtemps eu un écosystème un petit peu comme ça. C'est-à-dire que si vous vouliez faire une expérience en réalité virtuelle ou réalité augmentée et la diffuser sur plusieurs supports, eh bien il fallait vous emmerder avec tous les différents outils et surtout faire en sorte qu'ils cohabitent entre eux. Parce qu'à la limite, intégrer un SDK, ça va. Là où ça devient drôle, c'est quand il faut faire en sorte qu'il y ait 3 voire 4 SDK différents qui marchent en même temps dans le même projet, sans trop se marcher sur les pieds et que ça explose pas en vol. Imaginez, vous compilez votre application pour MetaQuest et vous avez une erreur par rapport au SDK Pico. Là, votre utilisateur il va dire mais, « je m'en fous de Pico ». Donc bon, ça a été l'enfer des développeurs VR et AR pendant un long moment, jusqu'à ce que, enfin, on a quelque chose qui arrive. Il y a les standards. Sur le web, on a des standards. Les standards, ça fait quoi? Ça sert à ce que, si vous voulez naviguer sur le web, que vous utilisiez Firefox, que vous utilisiez Chrome, que vous utilisiez Internet Explorer, eh bien, votre site web, il va s'afficher. Et pour que ça marche, en fait, il faut définir des standards qui vont être implémentés par les navigateurs web et de faire en sorte ensuite que les sites web soient créés en suivant ces standards. Sauf que du coup, pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée, on n'avait pas ça. Donc pendant longtemps, chacun a fait les choses dans son coin, jusqu'au moment où enfin, on a le groupe Chronos qui a posé la première version du standard OpenXR. Donc l'objectif, c'est de définir un standard qui permet de gérer de manière générique, on va dire, des expériences immersives, que ce soit de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. Et ça a été une énorme avancée, parce que du coup, ça veut dire qu'on peut commencer à faire abstraction du matériel, se dire, je me fiche de savoir que c'est un casque Oculus, un casque HTC, c'est un casque de réalité virtuelle. On va avoir un casque sur la tête, on va avoir des contrôleurs, et jusque-là, on est à peu près OK sur ce qu'il va y avoir au bout. Voilà. Donc ça a quand même vachement simplifié la construction d'applications. Alors, je le pose comme ça, le standard est là, l'implémentation est à peu près là, c'est pas tout vert. C'est-à-dire qu'il y a encore pas mal d'embrouilles cachées derrière, mais ça nous a quand même bien facilité le travail aujourd'hui. Du coup, on pourrait se dire, avec OpenXR, la fragmentation du matériel, c'est fini, le monde il est tout rose, et c'est bon, merci d'être venu à ma masterclass. Sauf que pas tout à fait. En fait, ça a réglé une partie des problèmes. Ce qui est déjà bien, une bonne première étape. Mais en fait, il y a d'autres problématiques. Donc, on va aller plus de ce côté-là.
Et ça va se situer par rapport à ça. C'est-à-dire que les utilisateurs veulent vivre des expériences immersives. Et quand on parle d'expérience immersive, ce qui est important de comprendre, c'est que vu qu'on a une grande disparité de matériel, on va avoir des solutions qui doivent fonctionner sur différents matériels. Si on joue un petit peu au jeu des 7 différences, à votre avis, quelle est la différence principale entre ce qui est à gauche et ce qui est à droite? Ouais. Le prix, oui. Alors pour le coup, là, c'est pas ce qui va nous emmerder, mais effectivement, il y a le prix. Ouais. Android et Windows. Alors effectivement, ça c'est une problématique qui, pour le coup, qui est prise en compte par OpenXR. Donc aujourd'hui, si on implémente OpenXR, on est relativement tranquille par rapport à ça. Ouais. C'est pas forcément une problématique. Le eye tracking, c'est pas indispensable, on va dire. Après, ça, c'est une spécificité technologique. C'est-à-dire qu'il y a certains casques qui vont le permettre, d'autres pas. Ouais. Les performances. Les performances. Ouais, ça, c'est pas mal. Tu avais une autre proposition? Alors, c'est que le casque gauche est intégré dedans et à droite, il y a des configs, enfin, il est séparé en deux, du coup. Ouais. Alors le fait que la configuration soit différente entre un casque complètement intégré et un casque qui tourne sur un PC, pour le coup, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. Par contre, effectivement, il va y avoir un hardware qui va être différent. Et pour pousser à l'extrême, il faut quand même se rendre compte que sur un PC classique, généralement, vous allez avoir une grosse carte graphique. Alors, si vous avez la chance de vous payer ça, félicitations, vous avez un rein en moins. Gardez en tête quand même que quand vous prenez un MetaQuest, la puce graphique, c'est un truc qui ressemble à ça. C'est de la taille de votre pouce. Et c'est littéralement une puce graphique qui pourrait tourner sur un smartphone. C'est une puce graphique faite pour un smartphone à la base. Alors certes, elle a été adaptée pour les usages de la réalité virtuelle, mais ça reste une puce mobile. Donc d'un côté, vous avez des performances plus mobiles, et de l'autre côté, vous avez des performances très très poussées PC. Et là, ça pose quand même une problématique assez forte, c'est que il y a une limitation technique qui va faire qu'on ne va pas pouvoir juste prendre notre application et l'envoyer sur PC, ça va bien marcher, et l'envoyer sur Quest, et ça marchera bien aussi. Ouais. Pardon? Le MetaQuest, c'est un casque autonome de réalité virtuelle qui est développé par Oculus, qui a été racheté par Facebook, par Meta maintenant, qui est disponible à l'achat aujourd'hui. Oui. Mais est-ce que c'est le seul composant qui va être très important au niveau hardware ou est-ce que le reste de l'hardware aussi reste important? Clarifier un peu la question. Est-ce que dans la réalité virtuelle, ce qui va travailler le plus en termes d'hardware, ça va être la carte graphique? Ou est-ce qu'il va y avoir d'autres composantes qui vont être surutilisées comparé à une utilisation pas VR plus? Alors les composantes les plus utilisées, ça va être la carte graphique, la puce graphique et le CPU. Voilà, c'est ce qui consomme le plus. Après, en termes de bande passante, il n'y a pas de problème. Après, il y a la limite de stockage, mais ce n'est pas forcément une problématique. Donc ça va surtout être ces deux composants-là qui vont prendre cher. Surtout niveau chaleur, je suppose, dans la puce de gauche par exemple. Alors aussi. Alors pour la blague, sur le Quest, la puce est limitée, histoire de ne pas chauffer trop. Donc en fait, techniquement, physiquement, vous pourriez avoir de meilleures performances s'il y avait un refroidissement actif sur un MetaQuest par exemple. Oui. Pour la parenthèse, il me semble que John Carmack, qui travaille avec vous, avait dit qu'il était assez déçu du télé qui était sur performance. Joker. Oui, clairement. En fait, comme il n'y a pas sur le Quest, il n'y a pas de refroidissement actif. Ils ont limité la puissance, ils ont bridé en fait la capacité de la puce qui est dessus pour qu'elle chauffe pas trop. Ce qui n'est pas le cas de certains casques chez la concurrence, comme le Focus 3, qui lui a un refroidissement actif avec un vrai ventilo. Ce qui fait que eux, ils ont mis à fond, et donc on peut avoir des meilleures performances, alors que c'est la même puce derrière. Donc du coup, pour en revenir à cette problématique, on peut facilement développer une application et la déployer sur différentes plateformes. Par contre, on a toujours cette problématique de limitation matérielle. Ce qui fait que on peut créer des applications qui sont cross-platform, mais il va falloir malgré tout adapter le contenu selon la plateforme cible. Et c'est d'autant plus important qu'avec les tendances actuelles, pour revenir sur le côté métavers, tout le monde veut son métavers, tout le monde veut être dans le métavers, tout le monde veut acheter sa parcelle dans le métavers, même si personne ne comprend ce que c'est. Le problème, c'est que les gens
arrive avec des attentes par rapport à ce que ça doit être. On a depuis pas mal d'années le concept d'open world qui a été adopté dans quelques jeux vidéo, pas mal de jeux vidéo. Donc ce concept, c'est d'avoir de grands espaces ouverts, de ne pas avoir de temps de chargement et de se déplacer en fait dans l'univers sans avoir de coupure. Jusqu'à présent, avant les open world, on avait des temps de chargement systématiques. Là, l'idée, c'est d'avoir un grand espace ouvert pour pouvoir explorer l'environnement plus librement. Et dans la perspective du grand public, dès qu'on parle de métavers, la première chose qui vient en tête, c'est Ready Player One avec un espace ultra ouvert, ultra grand, avec des millions de joueurs connectés et tout le monde est connecté et c'est super, super bien. Vive le capitalisme. Sauf qu'en pratique, si on remet un petit peu les pieds sur terre, ces deux derniers points-là, avoir des grands espaces ouverts, bah, techniquement, c'est compliqué. C'est pas simple à gérer. Même dans les moteurs 3D temps réel actuels, c'est pas si simple que ça. Et ça, là, avoir des millions de joueurs connectés, genre, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. C'est-à-dire, techniquement, on sait pas faire. Ça passe pas. C'est juste pas possible. Parce que d'un point de vue infrastructure, on ne sait pas faire en fait. Techniquement, c'est trop consommateur. Ça marche pas. Donc quand vous entendez que vous avez des grands jeux type Fortnite, qui est connu pour être le nouveau métavers, qui dit voilà, on a 2-3 millions de joueurs actifs par jour. Donc on pourrait se dire, ils sont là les millions de joueurs connectés, c'est bon, ça marche. Oui, mais d'accord, vous avez 2-3 millions de joueurs connectés par jour, ils ne sont pas tous connectés au même endroit. Et c'est là la nuance. Vous allez avoir plein de salons de jeu avec une centaine de joueurs à chaque fois. Ça, on sait faire. Ça marche. Mais des millions de joueurs connectés au même endroit, impossible. Parce qu'on n'a aucun serveur aujourd'hui qui est capable de traiter ça. C'est trop de données. Même le réseau. Et en fait, on n'a pas l'infrastructure pour supporter ça. Même les serveurs type Google, Facebook. Non, on ne sait pas faire, littéralement. Oui. Les performances pures aussi en elles-mêmes, parce qu'à moins que les avatars, ça soit des cubes, ça commence à faire beaucoup de polygones. Après, ça pose des problématiques d'optimisation côté utilisateur, effectivement. Mais ça, à la limite, on peut mettre en place plein de mécaniques pour réduire, pour gérer ça, on va dire. Mais ne serait-ce que d'avoir un serveur qui gère 1 million de connexions en même temps, en temps réel, la fibre, c'est pas assez. Donc, bah, on ne sait pas faire. Oui. Hier, vous nous parliez du créateur de Mirror qui avait réussi un peu un exploit avec 10 000, c'est ça? Ouais. 10 000, voilà, c'est un record absolu de ce qu'on peut faire. 10 000 joueurs connectés sur une partie en même temps, c'est incroyable. 10 000 utilisateurs, c'est rien. Rendez-vous compte, c'est rien par rapport aux millions de joueurs qu'on peut avoir sur Fortnite. Et pourtant, vous voyez, 10 000 utilisateurs, c'est aujourd'hui le top de ce qu'on arrive à faire en termes de technologie et c'est de l'avant-garde. Donc, Et c'est pas possible de faire ce qu'on veut après en plus. et ça pose pas mal de limitations. Effectivement. Du genre, bah, on ne peut pas déployer ça sur le web parce que le seul moyen de faire du réseau sur le web, c'est d'utiliser des WebSockets. Je vous le donne dans le mille, les WebSockets ne sont pas assez rapides pour encaisser tout ça. Donc vous voyez, on a vraiment une limitation technique aujourd'hui. Donc, à chaque fois que vous entendez parler de métavers, ça va être le futur, ça va être on va faire un seul endroit, etc. Rappelez-vous de cette slide et rigolez un bon coup. Voilà. Donc certes, on a franchi cette première limitation autour de le fait de pouvoir déployer facilement des applications sur différents matériels. Par contre, on a de nouveaux challenges aujourd'hui autour de toutes ces questions de gestion du contenu. Transmission des contenus également. Comme je le disais, voilà, avec ces nouveaux usages métavers, les gens veulent accéder rapidement à des expériences immersives avec beaucoup de contenu. Sauf que si vous arrivez sur une expérience et que votre expérience, elle met 5 minutes à charger, votre utilisateur ne va pas attendre 5 minutes. De la même manière que si vous avez un site web qui met plus de 3 secondes à se charger, l'utilisateur ne va pas attendre la fin du chargement, il va partir. Et ce genre de comportement arrive de plus en plus maintenant sur les expériences immersives où les joueurs veulent directement entrer dans l'expérience tout de suite. Et là encore, c'est pas tout à fait fair, hein, parce que tous les systèmes aujourd'hui ne sont pas prévus
autour de ce concept-là. On a un moteur, on compile le truc, on l'envoie et ça charge en mémoire, on peut jouer. Alors qu'aujourd'hui, on cherche à accéder à des contenus de ce type-là, on clique sur une page web et on veut que ça nous charge directement tout le contenu. Ah, c'est pas possible. Donc pour ouvrir une petite parenthèse ouverte, maintenant qu'on a réglé cette problématique de cross-platform avec OpenXR, on a des nouveaux challenges qui vont arriver. Et mon avis sur la question, par rapport à ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on va avoir principalement deux choses qui vont arriver. Le premier challenge, ça va être de faire en sorte de modifier la façon dont fonctionnent les moteurs 3D temps réel, donc typiquement Unity, Unreal, Godot, peu importe le moteur que vous voulez, afin de changer leur paradigme de fonctionnement pour avoir une mécanique de chargement qui est beaucoup plus asynchrone, pour pouvoir rentrer plus rapidement dans les expériences et charger plus dynamiquement le reste des contenus. C'est-à-dire que vous arrivez dans un espèce d'espace vide et puis les contenus vont être chargés plus ou moins à la volée pour vous faire rentrer dans l'expérience beaucoup plus rapidement. Donc pour moi, ça va être un gros changement, parce qu'aujourd'hui, les moteurs 3D temps réel leaders sur le marché ne savent pas faire. Alors si on met de côté Nanite avec l'Unreal Engine 5 qui peut charger des contenus absolument fous, dites-vous que ça marche que sur des PC haut de gamme de gamers. Ça ne marche pas sur un Quest, par exemple. Juste, ça ne marche pas. Donc, on va avoir des évolutions. Ma prédiction, c'est qu'on va avoir des évolutions dans ce sens-là. Et la deuxième prédiction que j'ai, qui pour le coup, après quelques recherches, s'est avérée vraie, donc voilà, c'est qu'on va avoir de plus en plus de solutions qui vont être développées pour gérer ce genre d'écosystème. Tout comme au début, les premiers développeurs de jeux vidéo ont créé leurs propres outils pour créer leurs jeux, et ensuite on est rentré dans une phase où on a eu des moteurs pour créer des jeux, ce qui fait que vous pouviez utiliser ces outils pour directement créer des jeux. On va avoir le même genre de choses avec tout ce qui concerne les métavers. Jusqu'à présent, si vous prenez Roblox, si vous prenez Fortnite, en fait ils ont développé leurs propres outils pour répondre à leurs besoins, donc c'est du 100% custom si vous voulez. Là, on commence à rentrer dans une période où vous allez avoir de plus en plus d'outils qui vont être disponibles, typiquement Vircadia, qui est disponible en open source. C'est une solution, littéralement, pour gérer votre propre métavers. Alors, c'est open source, je suis allé voir, c'est un peu le bordel, mais c'est là. C'est open source, vous pouvez participer, ils ont un Discord ouvert, ils sont super disponibles, c'est super chouette. Et ils sont super actifs en plus. Donc ce que je vois dans les prochaines années, c'est aussi le développement de ce genre de choses, c'est-à-dire le développement de briques techniques logicielles qui permettent de gérer des gros écosystèmes de ce type-là. Alors vous n'aurez pas des millions de joueurs connectés à un seul endroit. Par contre, vous aurez la possibilité de développer des environnements virtuels persistants dans lesquels les utilisateurs pourront modifier le contenu et de manière assez standard pour vous permettre de vous focaliser non pas sur la construction des outils, mais vraiment sur l'expérience qui va être par-dessus. Voilà, ma prédiction pour le futur. Et c'est tout. Du coup, si vous voulez avoir plus d'infos sur le sujet, venir discuter, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou aller sur notre chaîne YouTube EtherTech.